Bonsoir et bienvenue, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club de 28 minutes. Ils sont venus, ils sont tous là, journalistes, essayistes et dessinatrices. Ce sont nos clubistes qui vont se saisir dans un instant de l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, des images spectaculaires révèlent des violences commises par des gendarmes lors de la manifestation de Sainte-Soline en mars 2023, des actes condamnés par le nouveau ministre de l'Intérieur. Nous avons connaissance au travers de ces vidéos de propos et de gestes qui posent problème. Il y a une enquête administrative, nous verrons. Mais attention, ce jour-là, les manifestants étaient extrêmement violents. Il y a eu une réponse qui a été donnée qui est dans la majorité des cas proportionnée. Mais alors, comment expliquer l'ampleur de la violence des forces de l'ordre ce jour-là et où sont les responsabilités? La gendarmerie est-elle au-dessus des lois? On en débattra. Puis, notre invité de la semaine nous entraînera dans les rues de Paris entre 1940 et 1942. Le journaliste Philippe Broussard a mené une enquête de longue haleine sur les traces d'un photographe inconnu pour dévoiler l'histoire de centaines de clichés pris en cachette pour documenter l'occupation allemande dans la capitale. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'histoire de la semaine de Frédéric Pommier, la belle histoire de 5 copains qui ont empoché le gros lot. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes. C'est parti. Bonsoir Natacha Trio. Bonsoir. Ça va Natacha? Ça va. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à vous. Et Frédéric Seiss, bien sûr. Bonsoir Renaud. Salut Fred, bienvenue. Bienvenue à tous les deux. Et voici nos invités de ce soir, nos clubistes. D'abord Laetitia Stroche-Bonnard. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes essayiste et que votre dernier ouvrage, La gratitude, récit politique d'une trajectoire inattendue, est paru aux éditions de l'Observatoire. À vos côtés, Flora Gebali. Bonsoir Flora. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes essayiste et militante pour l'agence Coalition, qui est une agence d'innovation écologique et sociale. Bienvenue à vous. Non. Si. Ah oui. Jean Quatremer, c'est ça? C'est ça, oui. Je vous ai reconnu. Hein. Vous avez beau vous cacher derrière vos lunettes, c'est bien vous. Correspondant européen de Libération, toujours? Ouais. Bienvenue, Jean. Et au pupitre, mais qui c'est qu'elle a? Mais c'est Coco qu'elle a. J'aime bien quand il dit ça. Ça va, Coco? Coco, alors évidemment, dessinatrice à Charlie Hebdo et Libération. Et puis, la parution de ce formidable album, signé Coco, aux éditions Les Arènes BD. Voilà, ce sont vos dessins, publiés, parfois même refusés d'ailleurs, à Charlie, à Libé, bref. Et des BD inédites. Et c'est évidemment non seulement extrêmement drôle, mais toujours de bon goût, bien sûr, Coco. Très gentil. Bien sûr. Bravo, Coco. Merci à tous d'être là. Et on va tout de suite commencer avec la première actualité de la semaine, Frédéric. Cette première actualité, ce sont deux Français, Jacques Paris et Cécile Collère, libérés au bout de 3 ans et demi de prison en Iran. Oui, et quand vont-ils pouvoir rentrer en France? Depuis cette semaine, ils sont accueillis à l'ambassade de France à Téhéran. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, assure qu'ils sont en sécurité. Il évoque aussi des otages d'État. Tous deux étaient accusés d'espionnage par l'Iran, la diplomatie iranienne qui a évoqué un échange de prisonniers avec une ressortissante iranienne arrêtée en France pour apologie du terrorisme. Elle doit être jugée au mois de janvier. Le ministre français des Affaires étrangères ne confirme pas cet échange. Il revendique la discrétion, le secret pour obtenir des résultats plutôt que des proclamations et des indignations contre-productives. Il a raison, Jean Quatremer. Disons que on sait très bien ce qui a été négocié, puisque par exemple la France avait déposé une plainte devant la Cour internationale de justice contre l'Iran en matière de protection consulaire, et tout le monde a été surpris il y a à peu près un mois lorsque Emmanuel Macron a annoncé que la France retirait sa plainte. Au lendemain d'une rencontre avec le président iranien à New York. Exact. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, ça sentait la libération. Alors, la première libération, ça a été celle de ce jeune touriste franco-allemand qui a été relâché, et donc la seconde libération, c'est celle-ci. Donc il y a eu un deal. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression que c'est de la diplomatie. Non, c'est juste, on négocie avec des mafieux. C'est du chantage. C'est du chantage pur, et c'est des États voyous. Il faut quand même rappeler que l'Iran, l'Iran des mollahs, la mollarchie, s'est fondée sur un acte de voyoucratie internationale qui a été la prise en otage des diplomates américains en 1979. Et dire, c'était quand même quelque chose d'absolument hallucinant dans l'histoire des relations internationales. Donc là, on est vraiment, on négocie avec des mafieux. C'est ça la réalité. Flora Gebali, justement, pour même question, la stratégie silencieuse de la France, est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne finalement?
Moi, je suis toujours mal à l'aise à parler de ces sujets d'otages et de diplomatie des otages parce qu'on ne sait pas ce que fait le Quai d'Orsay. Et quand le Quai d'Orsay a besoin de discrétion, c'est peut-être qu'il a ses bonnes raisons, à savoir négocier la libération de personnes qui sont actuellement détenues. Là, on voit le cas iranien, mais il y a aussi le cas algérien avec Boualem Sansal, dont on parle, et qui est détenu depuis maintenant plus d'1 an. Pendant la semaine prochaine, oui. Pendant la semaine prochaine, pardon, presque 1 an. Ouais. Alors, et il y a aussi le journaliste Christophe Glaise, qui lui est un journaliste sportif dont on parle moins. Boualem Sansal, c'est un écrivain primé, renommé, donc il y a quand même le monde de la littérature derrière lui. Ce qui est très étonnant dans le cas de Christophe Glaise, c'est pourquoi on en parle si peu. C'est un journaliste sportif, passionné des enjeux africains, qui couvrait un sujet sportif qui n'avait rien à voir avec la politique. Et alors, j'ai essayé de chercher, là, en préparant l'émission, j'ai vu 2 réponses possibles. La première, c'est que le Quai d'Orsay demande de la discrétion pour assurer sa sécurité. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas, en tout cas. Et auquel cas, on respecte. La deuxième, c'est que quand il s'agit de l'Algérie, on a plus de mal à parler d'État voyou, comme vous le faites de l'Iran, et on est plus embêté à l'idée de critiquer ce pays. Notamment une certaine gauche qui a du mal à dire que ce pays qui appartient au Grand Sud a des méthodes tout aussi voyous, puisque la diplomatie des otages, c'est une méthode qui ne respecte pas le droit, c'est une méthode qui prône la violence. Donc moi, j'aimerais bien aussi qu'on ne mette pas forcément dans le même sac l'Iran et l'Algérie, et qu'on parle précisément de ce qui se passe en Algérie. Alors justement, si on relie les vraies fausses négociations avec des États voyous, en tout cas des États qui détiennent des otages de fait, ça renvoie à la position de l'avocate de Cécile Coller, cette Française qui a été libérée en Iran. Oui, elle estime tout simplement que sa cliente est au centre de tractation et de chantage. Nous savons, et nous ne sommes pas dupes, qu'il y a une instrumentalisation absolument abjecte et grossière de ce qui est en fait l'appareil judiciaire iranien, qui est un appareil aux ordres. En réalité, ce que nous comprenons, c'est que l'État iranien entend aller jusqu'au bout de sa logique de rançon, d'extorsion de l'État français. Laetitia Sroche-Bonnard, est-ce qu'une fois que les 2 Français que nous voyons ici, Cécile Coller et Jacques Paris, auront été rapatriés, on l'espère le plus vite possible, il faudra que la diplomatie française expose ce qui a été négocié, ce qui a été mis en jeu, par exemple, devant la représentation nationale? Pas forcément. Je pense qu'il faut quand même accepter qu'il y ait une part de secret dans la diplomatie, même si voilà, on est obligé d'accepter les méthodes d'État voyou. Je trouve quand même un peu dangereux de vouloir une transparence totale sur ces sujets, parce que la vie de beaucoup de personnes est en jeu. Je voulais aussi dire un mot sur le terme d'otage qu'on commence à utiliser quand on parle de l'Algérie. Finalement, on parle d'otage dans le cas de l'Iran depuis un certain temps. Otage d'État, c'est de la diplomatie. Otage d'État pour ce qui est du cas de l'Iran. Pour le cas de Boualem Sansal et de Christophe Glaise, Algérie. Mais le terme d'otage est aussi utilisé de plus en plus, et notamment par les médias. Je ne crois pas qu'il le soit par la puissance publique aujourd'hui. Ça montre bien que c'est quand même un entre-deux, c'est une zone grise. Est-ce que D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur va retourner en voyage prochainement en Algérie. Il y a déjà eu plusieurs ministres qui y sont allés sans résultat. Je pense que s'ils n'utilisent pas le mot otage, c'est que ça les mettrait dans une position très compliquée de négociation. Alors, la négociation avec l'Algérie est peut-être plus possible qu'avec l'Iran, on l'espère en tout cas. Un dessin de Coco. 2 dessins, un premier sur la libération de Boualem Sansal. Espérons que Barrot fasse mieux que Retailleau. Et un deuxième dessin, Coco. Et le deuxième dessin, Macron prêt à lancer un mouvement en Iran face au régime. Otage, vie, liberté. Merci Coco. Frédéric, votre duel de la semaine, il oppose le nouveau maire de New York au président des États-Unis. Oui, Renaud, à ma gauche, Zoran Mamdani, 34 ans, inconnu il y a encore 1 an. Il a été élu cette semaine à la tête de la plus grande ville des États-Unis, New York. À ma droite, Donald Trump, 79 ans, le président américain qui a peu apprécié que sa ville de naissance tombe aux mains de ce jeune homme qu'il qualifie, et ce n'est pas un compliment, de communiste. After last night's results, the decision facing all Americans could not be more clear. We have a choice between communism and common sense. Does that make sense to you? Common sense. It's common sense or communism. Alors, Zoran Mamdani, lui, se revendique socialiste. Il promet dans son programme notamment des crèches gratuites, des bus gratuits, tout un programme de lutte contre la vie chère. Et d'ailleurs, il souligne en creux l'échec de Donald Trump sur ces questions. Il avait fait de la lutte contre l'inflation, Donald Trump, l'un des piliers de sa campagne, vous vous en souvenez. Zoran Mamdani s'oppose aussi à la politique anti-immigration du président américain. In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love. Whether you are an immigrant,
a member of the trans community. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Alors, monter le volume, est-ce une allusion à l'âge de Donald Trump, quasiment octogénaire? Donald Trump qui répond, lui, qu'il se sent beaucoup mieux physiquement, beaucoup plus apprêté, beaucoup plus joli que Zoran Mamdani. Voilà le niveau presque enfantin des échanges entre les deux. Et puis sur le fond, Donald Trump menace de couper les vivres budgétaires à New York en rétorsion, même s'il n'en a pas le droit d'ailleurs, ce qui laisse augurer de batailles juridiques assez âpres entre les deux hommes, donc ambiance cour de récréation et cour de justice. Mais si beaucoup de choses les opposent, ils ont aussi des points communs. Tous les deux ont renversé l'establishment dans leur propre parti. Ils ont déboulonné les candidats favoris. Souvenez-vous, la primaire républicaine de 2016, Donald Trump prend le dessus sur le candidat Jeb Bush, le frère de George Bush. A lot of times, property from an elderly woman. Let me talk. Quiet. How tough is it? A lot of times. That's all of his donors and special interests out there. Voilà un sens de la formule qu'on retrouve aussi chez Zoran Mamdani dans la primaire démocrate face à son rival Andrew Cuomo. Do you think it adequately makes the case that Andrew Cuomo would not be capable of standing up to President Trump? Yes, I think he'd be too busy cashing checks from his donors and picking up the phone from the president himself. Voilà, dans les deux cas, une ligne qui se veut proche du peuple, anti-élite, anti-donateur de campagne. Désormais, Donald Trump et Zoran Mamdani ont tout pour devenir les meilleurs ennemis du monde. Pour chacun, en fait, ils représentent l'épouvantail parfait pour l'autre. Le maire de New York se présente, lui, en résistant face aux politiques de Donald Trump. Et Trump se régale en dénonçant le wokisme, le gauchisme du nouveau maire de New York. Il espère d'ailleurs que la ligne Mamdani va effrayer certains électeurs centristes ou modérés pour les élections qui auront lieu dans un an, qui sont cruciales. Ce sont les élections de mi-mandat. Jean Quatremer, selon vous, une figure comme Zoran Mamdani, elle peut affaiblir Trump ou bien elle le renforce? À mon sens, elle le renforce. D'abord, première chose, il faut arrêter. New York, c'est pas l'Amérique. New York, c'est une ville de gauche. C'est une ville qui a toujours été très souvent de gauche. C'est une sorte de petite Europe au sein de l'Amérique. C'est la vraie Amérique, celle qui fait l'élection de Donald Trump. Elle est au centre. Elle est dans ces grands déserts américains. Au centre géographique. Au centre géographique, bien sûr, des États-Unis. C'est là que se fait l'élection. Et c'est dans ces zones-là que les démocrates sont à la ramasse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dire que Mamdani, ça permettrait d'éviter l'élection de Trump, c'est comme de dire que l'élection de Rima Hassan à la mairie de Paris permettrait d'empêcher Jordan Bardella d'arriver à la présidence de la République. C'est juste pas possible. Je veux dire que c'est pas un antidote à l'autre, parce que dans le portrait que vous venez de faire de Mamdani, il y a quand même des zones d'ombre et qui sont assez curieusement assez peu soulignées en France, parce que notamment le fait que, par exemple, ses liens avec les pro-palestiniens, ses liens, il est le candidat des frères musulmans, sans lui-même être frère musulman. Il renforce Trump par sa radicalité, c'est ce que vous voulez dire. Il y a une radicalité. Flora Galvani, vous êtes d'accord avec Jean Quatremer? Voilà, il y a des zones d'ombre qui font que il va renforcer Trump, et Trump, il est ravi de cette élection. Il est absolument ravi. Oui, moi, je ne crois pas que ce soit un duel, je crois que c'est un duo, et qu'en fait, ils ne se battent pas sur les mêmes électeurs, et ils ne se battent pas sur les mêmes chambres d'écho. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ceux qui écoutent Mamdani n'écoutent pas Trump, et ceux qui écoutent Trump n'écoutent pas Mamdani. Deux mondes parallèles, deux Amériques parallèles. C'est deux mondes parallèles, mais comme en France, il y a des mondes parallèles, on peut adorer des politiques qui parlent pas du tout, qui viennent pas du tout du même bord, parce qu'ils vont arriver dans notre algorithme, et qu'on va penser que du coup, ils s'adressent à nous directement. Moi, ce que je trouve fascinant dans les deux cas, c'est à quel point la forme a tué le fond, que ce soit vraiment à droite ou à gauche. C'est-à-dire que Mamdani, dans son programme, c'est des mesures finalement social-démocrates. Il veut des crèches pour les enfants, il veut des transports en commun gratuits. Trump, on voit maintenant l'exercice du pouvoir, que ça va beaucoup plus loin que simplement des mesures républicaines classiques. Il n'empêche que En fait, ce qui est bizarre, c'est que le capital coolitude, le capital sexy pour gagner une élection vous conduit vers une radicalité d'exercice du pouvoir qui pour moi est regrettable. On devrait être capable de faire des super vidéos sur les réseaux où on parle aux gens sans pour autant avoir des dérives radicales dans un cas comme dans l'autre. Un dessin de Coco, merci Flora. Et voilà, une réplique en plus, Mamdani élu à New York, Trump voit rouge. C'est pas un peu communiste comme couleur, ça? Merci Coco. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était ce matin à la une du quotidien brésilien O Globo, la photo verte, allusion au nouveau fonds forestier lancé à l'occasion de la COP30 qui est organisée à Belém, au Brésil, aux portes de l'Amazonie. Le président Lula a accueilli hier une cinquantaine de chefs d'État, dont Emmanuel Macron, qui a appelé à protéger la science face aux prophètes du désordre qui sèment le doute sur l'urgence climatique, dit-il.
Donald Trump et Xi Jinping, en revanche, n'ont pas daigné se déplacer. Alors, 10 ans après l'accord de Paris, qu'en reste-t-il ? Alors que l'Europe, d'ailleurs, vient d'abaisser cette semaine ses exigences en la matière. Laetitia Stroche-Banner. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'en reste rien, hein. Il y a quand même des avancées. Pas dit ça, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il en reste, justement ? Il en reste des choses. Il reste des choses. Même si l'objectif de 1,5 degré semble inatteignable. Hein. Il est très difficile à atteindre. Après, quand même, la croissance du réchauffement climatique est en train de s'atténuer. Donc là, on parle d'atténuation d'une croissance. Donc ralentir, ça continue d'augmenter. Mais au-delà de l'accord de Paris, je pense que ça montre aussi que face à des pays qui fonctionnent par les rapports de force, comme la Chine et les États-Unis aujourd'hui, la diplomatie et le rôle des normes n'est pas suffisant. Et je pense que pour pouvoir imposer des normes, il faut être puissant. Et je pense que l'Europe, en la matière, est faible, parce qu'elle ne compte que sur la norme. Parce que c'est quand même l'Europe aussi là, qui est en cause. Donc je pense qu'il faut peut-être d'abord arriver à un stade où les pays qui veulent s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique soient plus en croissance, soient plus puissants, soient plus riches, pour qu'ils puissent ensuite imposer leurs propres normes. Quand vous parlez d'Europe faible, Laetitia Stroche-Banner, forcément, je me tourne vers Jean Quatremer. L'Europe, elle faillit sur cet enjeu-là, elle est faible. Mais vous plaisantez, c'est-à-dire que si l'Europe... la question. Oui, mais si... Vous connaissez, paraît-il, en Europe. En l'occurrence, les efforts européens n'ont pas faibli et contrairement à ce que la présentation que vous en avez faite, on n'a pas revu à la baisse les objectifs, on a prévu des flexibilités pour ne pas tuer ce qui reste de nos économies. On a décalé d'un an l'entrée en vigueur du marché carbone. Oui, voilà. On voit dans quel sens cette flexibilité. Oui, mais c'est normal parce que vous savez, les grands émetteurs de carbone de la planète, c'est qui ? Ce sont les Chinois, ce sont les États-Unis. Et qui sont absents d'ailleurs, c'est pas ça le problème. Et le problème des Chinois, c'est qu'eux, ils ont un calendrier. Et que nous, on est en avance sur le calendrier des Chinois. Donc, on peut faire tuer notre économie en laissant les Chinois, eux, continuer à polluer et puis envahir notre marché avec leurs produits, ou se caler sur leur calendrier. C'est ce qu'on essaye de faire. Et rappelons que les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris et ne le respectent pas. Les principaux producteurs de carbone de la planète, c'est quand même eux. Belle donc défense, belle défense de l'Europe dans Quatremer, décidément. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Laetitia Stroche-Banner. Vous avez raison, il reste quelque chose de l'accord de Paris 10 ans après, et Coco l'a trouvé. Ben voilà, le gros pollueur, les émissions de carbone. Où en est-on ? Voilà. Trump nous dit j'ai plus de papier. C'est tout. Merci. C'est élégant. Merci Coco pour cette élégance. Bravo. Printanière, si j'ose dire, mais c'est pas la saison, bien sûr. On va enchaîner, Frédéric, avec une autre actualité de la semaine en France, des vidéos qui révèlent des violences des gendarmes lors d'une manifestation interdite. C'était à Sainte-Soline en mars 2023. Oui, le ministre de l'Intérieur qui a été contraint de réagir après la révélation de ces vidéos par Mediapart et par Libération. Laurent Nunez reconnaît des gestes non réglementaires et des propos pas acceptables. Sur les images tournées par les propres caméras des gendarmes, on voit des tirs tendus de grenades vers les manifestants, vers ceux qui protestent contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Bien qu'interdite par la préfecture, cette manifestation avait rassemblé des familles, des élus, mais aussi des groupes violents armés de cocktails Molotov. 50 gendarmes blessés à l'époque, 200 chez les manifestants, dont plusieurs graves. Ça s'est passé il y a plus de 2 ans, mais c'est à la suite de la révélation de ces vidéos que le ministre a ordonné cette semaine l'ouverture d'une enquête administrative. La gendarmerie, elle, se défend d'avoir caché les faits. C'est pas une dissimulation de ces images puisque elle en a la propriété et elle les a transmis à l'autorité judiciaire. Donc je comprends tout à fait que ça puisse être choquant. Le dossier, il a été donné par l'inspection générale à l'autorité judiciaire à la fin de l'enquête qui est ouverte. Je répète, c'est dans le cadre d'une enquête en mars de cette année. Voilà, enquête préliminaire ouverte par le parquet de Rennes après la plainte de 3 blessés, 3 manifestants blessés pour violences aggravées et non assistantes à personne en danger. L'un d'entre eux avait même été dans le coma, effectivement, Jean. Flora Gebali, ça pose une nouvelle fois la question de la doctrine du maintien de l'ordre dans ces situations. Ça pose surtout la question de pourquoi on met 2 ans à se saisir du dossier. Alors, il y a des nouvelles preuves qui sont les vidéos qui sont très choquantes vu qu'on y entend des propos absolument intolérables de la part de gendarmes. L'enquête judiciaire, elle est ouverte depuis 2023. Voilà, il n'empêche qu'en 2023, il y a eu des dépôts de plainte, il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. Et ce qui s'est passé, il faut se remettre en mémoire ce qui se passait il y a pile 2 ans. À l'époque, c'était Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et c'est le moment où il a parlé d'écoterrorisme. Et c'était un moment où il avait besoin d'utiliser l'actualité politiquement. On a parlé juste après justement cette manifestation. C'était à l'occasion de cette manifestation qu'il a monté les gendarmes contre les éco-terroristes. On parle de terrorisme. Est-ce qu'on est à quelques jours des 10 ans du 13 novembre, des attentats du Bataclan? Est-ce que vous vous rendez compte
ce que c'est comme parallèle, la gravité politique d'un propos pareil. Donc alors, quelles conséquences il faut en tirer, selon vous? C'est qu'on ne peut pas s'étonner de vivre dans une société radicalisée quand on a des politiques qui tirent les ficelles de la violence. Parce que faire ça, c'est tirer les ficelles de la violence. Et on ne peut pas s'étonner que des gendarmes qui sont sous l'autorité d'un ministre qui fait ça se comportent ainsi. Donc il faut que cette enquête ait lieu, il faut que le procès ait lieu, et il faut qu'on fasse redescendre la température dans la société, sinon c'est que le début d'affaires comme ça. Jean Quatremer, Darmanin et Nunez refusent de parler de violence policière, vous comprenez? Non, et le problème de violence systémique. Est-ce que l'institution policière est violente par nature? Non, ça je ne crois pas qu'elle soit violente par nature. Ça je ne le pense pas une seconde. Mais je pense qu'en revanche, si on ne sanctionne pas, ça deviendra systémique. C'est-à-dire c'est la sanction qui permet d'éviter que ça se généralise. Ce qui est choquant dans ces vidéos révélées par Libération et par Mediapart, c'est qu'on voit que ce sont pas des dérapages individuels, ce sont des ordres de la hiérarchie. Alors effectivement, en dessous, il y a des hommes, sans doute, qui sont, ils sont agressés par des black blocs, ils viennent voir l'un de leurs copains qui s'est pris un pavé dans la figure. Les ordres, là, vous parlez des tirs tendus. Oui, des tirs tendus, c'est tirer-leur dans la gueule, allez-y, allez-y. Et ce qui n'est pas réglementaire. Et ce qui n'est pas réglementaire, on n'a pas le droit de tirer, c'est des grenades que vous recevez. Les gens ont eu le visage explosé. J'ai une jeune fille qui a le visage explosé, je veux dire, c'est un truc de dingue. Et donc, qui ont perdu la vue. Je veux dire, lors des manifestations, des gilets jaunes, des tas de gens ont été éborgnés. Alors c'est vrai qu'au début, il y a eu un ou deux incidents où un ou deux, ça va, mais à la fin, on est arrivé à près d'une centaine. Je veux dire, là, il faut sanctionner. Et je vous rappelle qu'en 1968, les manifestations ont été d'une violence extrême, vraiment extrême. Il n'y a pas eu un mort. Pourquoi il n'y a pas eu un mort? Parce que le préfet Grimaud a donné l'ordre à ses policiers de ne pas frapper un homme à terre. Si l'autorité politique, comme vous le dites, à très juste titre, dit « pas question », ça s'arrête. Et là, manifestement, Darmanin a couvert. Laetitia Stroche-Bonnard, justement, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, rappelle quand même aussi l'extrême violence des manifestants, en l'occurrence. C'est-à-dire, est-ce que la violence était uniquement du côté des forces de l'ordre, ou est-ce que ce contexte peut aussi expliquer justement ce qui s'est produit? Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais il est vrai aussi qu'ils avaient face à eux des gens qui étaient très violents et qui aussi avaient l'intention de nuire. Donc ça ne les excuse absolument pas. Je crois qu'aussi on sous-estime le niveau de pression que ça représente pour les forces de l'ordre d'être sur ce genre de terrain, et l'adrénaline aussi qui monte. Et pour faire face à ça, eh bien, il faut peut-être avoir une certaine personnalité, il faut peut-être être formé. C'est-à-dire, il y a tout un enjeu aussi de comment on réagit dans des situations difficiles, de danger, violentes. Il y a une dimension psychologique, à mon avis, qu'on ne prend pas assez en compte. Ce sont des militaires, ce sont des militaires, attention. N'oublions pas, ils savent gérer le danger, ils savent gérer le stress, c'est leur boulot. Ce sont des gendarmes, des militaires. Oui, alors, on espère que c'est une bavure et on espère que c'est une exception. En tout cas, mais ça n'empêche pas de poser la question plus largement. En tout cas, là où on voit l'accord entre vous, c'est qu'il faut évidemment la transparence et donc une enquête judiciaire qui aille jusqu'au bout. Il faut avancer avec un dessin de Coco. Oui, je vous propose une petite vue dans les lunettes de Laurent Nunez. Aucune violence, juste un flic un peu bisounours. Et un deuxième dessin, Coco. Et utile, ce méga bassine de gendarme. Merci, Coco. Natacha, voici maintenant votre point com de la semaine. C'est l'ouverture au cœur de Paris d'un nouveau magasin qui déchaîne les passion. Mais ce mercredi, la géante de l'e-commerce a ouvert ses portes donc en plein cœur de la capitale, au BHV. Alors d'un côté, une longue file d'attente de clients, plutôt calme, mais pressés de découvrir cette première boutique Shein à Paris. Et de l'autre, une foule hostile, massée sur le trottoir d'en face et quelques huées. Honte à vous, bande de moutons, crient ces deux personnes derrière les barrières. Un imposant dispositif policier avait été d'ailleurs déployé. Un dispositif d'ailleurs assez impressionnant et plutôt inhabituel pour l'ouverture d'une boutique. Mais il faut dire que cette inauguration s'est faite et a été maintenue en plein scandale des poupées pédocriminelles. Alors, la publicité où l'on voit Donald Tang, le président exécutif de Shein, aux côtés du jeune patron du BHV, Frédéric Merlin, n'a pas manqué d'être détournée, notamment... Voilà, première détournement. Et puis aussi votre dessin, Coco, qui est avec nous ce soir, l'affiche qu'on n'aurait pas dû faire. Pour Pascal... C'est pas vous, ça, Coco, quand même. Non. Pour Pascal Gros, qui est un autre habitué chez 28 minutes, voilà, lui aussi, ce sens du timing, ça a fait mouche. La magie des vitrines de Noël, une ouvrière de fast fashion sous-payée, et là, une poupée pédoporno. Voilà, en d'autres mots, c'est ce qui s'appelle se taper l'affiche.
Pourtant, la SGM, la Société des grands magasins dont dépend le BHV, s'est félicitée, Natacha, d'un succès populaire. C'était sur Instagram. Oui, on voit de nombreuses vidéos avec des clients, des clientes qui découvrent, qui documentent les 1200 mètres carrés du magasin et ses 11 cabines d'essayage. On peut souligner tout de même que beaucoup de ces contenus proviennent d'influenceurs et de contenus et de créateurs commerciaux. Bon, alors, ces achats compulsifs ont déjà été moqués sur Blue Sky. Ouverture du premier magasin Chine, certains en ont bien profité. Sauf que d'autres ont boycotté l'enseigne. Au moins 22 marques se sont désolidarisées et ont décidé de quitter le BHV. Ça, c'est quelque chose qui a été documenté par ceux tweetos qui ont fait le constat. Les marques ont plié bagages en laissant leur stand vide. Voilà, grosse ambiance. On a aussi vu des actions très concrètes dans le magasin. Une manifestation en soutien aux Ouïghours, ces musulmans chinois contraints au travail forcé dans les champs de coton. Des étudiants donc, du comité Palestine-Sorbonne sont venus dénoncer la complicité de génocide de Chine et du BHV. À l'intérieur, des boules puantes ont été jetées pour filer la métaphore de la déchetterie, comme avec ce dessin de l'illustrateur Mathieu Persan. Pas ouf, le ravalement. Alors, ce qui a aussi beaucoup circulé, c'est le lapsus de Frédéric Merlin, un lapsus perçu comme un aveu de mépris de classe. Tous ceux qui hurlent, ce sont ceux qui n'en ont rien à faire, des gens comme vous qui ne savent pas s'habiller. Alors, il fallait peut-être comprendre qu'ils ne peuvent pas s'habiller. Alors, ce lapsus est quand même relayé sur X et alimente les controverses. Toujours des excuses comme ça. Vous vivez à poil, avant Chine. Alors, Laetitia Strauch-Bonnard, est-ce que vous estimez qu'il y a un mépris de classe, justement, vis-à-vis de ces clients qui vont dans ces boutiques, avant tout pour le pouvoir d'achat ? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut tout à fait critiquer cette marque et surtout son arrivée au BHV sans avoir aucun mépris de classe. Pourquoi surtout au BHV ? Parce que c'est au cœur de Paris. Parce que c'est un grand magasin. Si ça avait été dans une zone commerciale en banlieue, c'était moins choquant. Ah non, moi j'aurais été choquée tout autant. Et je trouve très bien qu'un certain nombre de marques aient décidé de partir. Je crois qu'il y avait également Agnès B qui a fait savoir son opposition. Les Galeries Lafayette, tout un tas de firmes iconiques aussi. Bien sûr que c'est moins cher, mais si vous achetez 10 fois par an ce genre de vêtements et que vous les jetez 1 an après ou 2 ans après, ça revient au même et peut-être même plus cher que si vous achetez des pièces peut-être un peu plus coûteuses, peut-être fabriquées en Europe ou même conçues en Europe, je ne sais pas, en tout cas qui traitent mieux leurs employés. Voilà, donc je comprends bien que c'est un calcul à faire qui n'est pas forcément évident quand on n'a pas beaucoup d'argent. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui n'achètent pas des produits Chine. Un dessin de Coco. 2 dessins Renault. Et déjà, je pense qu'il faudrait renommer Chine. Voilà, je propose un nouveau logo. Et un deuxième dessin, Coco. Et un deuxième sur l'écologie. Dans tout ça, j'arrête de prendre l'avion. Je le fais venir directement de Chine pour livrer mes colis. Merci, Coco. Il est temps maintenant d'accueillir notre invité de la semaine, le journaliste Philippe Broussard, auteur d'une enquête de plusieurs années sur les traces d'un photographe inconnu. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Alors au départ, il y a un album photo découvert dans une brocante, des centaines de clichés pris dans les rues de Paris entre 1940 et 1942, un tableau saisissant de la capitale sous l'occupation allemande, avec ses drapeaux nazis sur les bâtiments publics, des soldats en balade, de rares passants d'ailleurs, anonymes dans des rues quasi désertes. À l'arrivée, il y a une série qui avait été publiée dans Le Monde, puis ce livre qui va bien au-delà d'ailleurs, Le photographe inconnu de l'occupation, paru au Seuil. Pourquoi, Philippe Broussard, avez-vous décidé un beau jour de vous lancer dans une enquête aussi longue, aussi difficile, que vous allez nous exposer dans un instant pour essayer d'identifier ce photographe? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un déclic, un cliché particulier, peut-être d'ailleurs celui qu'on voit derrière moi ou d'autres, qui vous a fait dire, là, il y a vraiment une histoire particulière avec cette photo? Non, ce n'est pas particulièrement ce cliché, c'est l'ensemble de ce fond. Dans l'album qui est à l'origine de l'enquête, il y avait 377 photos. Mais par la suite, l'enquête a permis d'en trouver d'autres. Au total, il y en a environ 700. Donc c'est un fond extraordinaire de photos clandestines. Et l'on peut dire qu'à chaque clic, à chaque photo, le mystérieux photographe prenait un risque pour sa vie, sa sécurité et celle de sa famille. C'était strictement interdit pendant l'occupation de totalement prendre des interdit. comme ça. Et nous sommes dans un exercice particulier qui n'est pas du tout de la propagande, et avec en plus la photo en elle-même et les commentaires qui figurent au dos. Très sarcastique, très agressif contre l'armée allemande. Exactement. Quand les Fritz, enfin voilà. Et si vous voulez, voilà tout ce qui m'a incité à poursuivre cette enquête, c'est que ce photographe était anonyme. Les historiens eux-mêmes ignoraient son nom, son identité. Il est passé sous les radars de l'histoire. Ce n'était pas un photographe professionnel, mais un photographe amateur. Impossible de ne pas y aller, si j'ose dire, en tant que journaliste. C'est l'affaire d'une vie. C'est trop tentant. Effectivement, vous aviez
des indices qui resserraient peu à peu peut-être le portrait robot. Il fallait effectivement ne pas avoir peur, il fallait pouvoir se déplacer, il fallait pouvoir aussi avoir manifestement du matériel pour tirer les photos, ce qui n'est pas évident dans le Paris de 1940. Vous resserrez peu à peu le portrait robot. Alors peu à peu, ça a pris entre 4 et 5 ans. Donc ça a été une enquête de longue haleine avec des hauts, des bas, des mois d'attente. Des moments de doute, des moments où il faut arrêter, puis des moments où d'autres photos sont à regarder des dizaines de fois et à se dire non, c'est pas possible, il faut y aller. Il faut voir cette photo, par exemple, avec l'ombre que l'on voit apparaître en dessous. C'est la seule sur 700 où apparaît l'ombre du photographe. Donc quand vous voyez ça, vous êtes obligé d'y aller. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on apprend justement de l'occupation qu'on ne sait pas déjà? Quel est l'apport historique de ces photos? Alors d'abord, c'est qu'elles sont réelles et naturelles. On connaît les photos filtrées par la propagande. Les jolies mademoiselles avec les officiers allemands, les photos colorisées aux terrasses des cafés. Là, on est dans un registre différent. Elle nous montre l'occupation allemande telle qu'elle est. Alors là, il y a un peu de monde, on est à Richelieu-Drouot sur les boulevards, mais sur d'autres photos, Paris est un peu vide, un peu déserté, surtout dans les premiers temps de l'occupation. Et puis, elle nous montre aussi des convois militaires. Elle nous montre beaucoup de photos avec des commentaires moqueurs sur des Allemands avec des Françaises. Et tout cela donne des indications sur le profil du mystère. Et donc un beau jour, Philippe Broussard, vous découvrez son identité. C'est pas un beau jour, c'est le 12 avril 2024 en début d'après-midi. Comment? Je me souviendrai toute ma vie. Comment? Qui est-ce et qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutez, c'est un peu compliqué à raconter, mais en gros, l'enquête s'est recentrée sur un grand magasin. On parlait du BHV tout à l'heure. Cette fois, c'est le Printemps. Et j'apprends le nom d'un employé du Printemps qui s'appelait Raoul Minot, qui travaillait dans ce grand magasin, de même que son épouse, qui était caissière. Et ce Raoul Minot, qui était passionné de photos, a commencé, dès le début de l'occupation, à documenter cette période de l'histoire, au péril de sa vie. Jusqu'à finalement être dénoncé et déporté. Dénoncé et déporté. Dénoncé par qui? Dénoncé probablement par un ou une collègue du Printemps. Et c'est là. À partir du moment où j'ai eu un nom dans cette histoire, ça m'a permis d'entrer dans une autre dimension, qui a permis de nourrir précisément le livre et de pénétrer dans les coulisses de ce grand magasin, dans les pas de ce photographe qui n'était plus pour moi un fantôme, mais qui était devenu Raoul Minot. Et avec mon amie Stéphanie Collot, qui est à l'origine de la découverte de l'album, on a fini par l'appeler notre Raoul de manière familière. Il faut citer absolument peut-être un autre nom, Edmond Rachinel, directeur du personnel. Que fait-il dans cette histoire? Alors Edmond Rachinel est un personnage extraordinaire au Printemps à l'époque. Il est directeur du personnel, effectivement, et il connaît tout de cette maison. Le Printemps, à cette époque-là, c'est une France miniature. Vous avez plusieurs centaines d'employés, des clients allemands, des clients français, et dans tout cela, j'allais dire, des réseaux de la résistance, des juifs qu'il faut cacher, des salauds aussi, entre guillemets, en gros, des collaborateurs potentiels. À l'image de ce qui se passe en France à ce moment-là. Exactement. Et Edmond Rachinel connaît tout cela. Et Edmond Rachinel a joué un rôle décisif dans le maintien de cette institution qui incarne un peu le chic à la française pendant cette période troublée. Il a permis de sauver des gens. Et je tiens à préciser juste une chose, si vous le permettez. Je pense que Raoul Minot a pris l'essentiel des 700 photos, mais qu'il a bénéficié de complicité. À commencer par ses collègues du Labo Photo du Printemps. Il y avait un studio photo au Printemps où les photos étaient développées. Et Raoul Minot, il faut le rappeler, donc, qui finalement a été déporté et qui n'est pas revenu de Buchenwald. Il n'est pas revenu de Buchenwald et son épouse Marthe, à laquelle je consacre de longs passages dans le livre, ce qui n'était pas le cas dans la série d'articles publiés dans Le Monde, eh bien son épouse s'est battue toute sa vie pour savoir ce qu'il était devenu et s'est battue en vain pour obtenir la reconnaissance de sa résistance, même s'il n'a jamais fait officiellement partie d'un réseau de la résistance. Dernière question, Natacha. À qui appartiennent les photos aujourd'hui? Alors les photos, il y en a plusieurs lots. Il y en avait 3 avant l'enquête, il y en a un 4e maintenant, parce que je raconte l'histoire d'un 4e lot qu'on a retrouvé chez monsieur Rachinel, le fameux directeur du personnel. Et en fait, ces photos, elles ont vocation à un moment ou à un autre à être regroupées. Mais pour les gens qui souhaiteraient les voir actuellement, certaines sont exposées au Musée national de la Résistance à Champigny, près de Paris. Merci beaucoup Philippe Broussard d'être venu partager avec nous cette incroyable histoire de Raoul Minot, ce photographe inconnu qui ne l'est plus grâce à vous. Photographe inconnu de l'occupation, il faut absolument se jeter sur ce livre paru aux éditions du Seuil et puis ensuite aller voir l'exposition que vous évoquiez à l'instant au Musée de la Résistance. Merci beaucoup. Philippe Broussard, on a nous, non pas une photo mais un dessin de notre ami Coco. Eh oui, quelqu'un se demande ici, monsieur Broussard, est-ce qu'il y aura un tome 2 en 2027? Merci Coco pour cette suggestion. Merci à vous Philippe Broussard. Voici maintenant venu le moment d'accueillir notre ami Frédéric Pommier pour son histoire de la semaine.
Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Et bienvenue à vous. Ce soir, votre histoire, eh bien, vous allez nous raconter l'incroyable histoire d'un ticket gagnant entre amis. Un ticket gagnant pour l'euro-million et un incroyable jackpot, 250 millions d'euros. Somme vertigineuse, le plus gros gain jamais remporté en France. Le précédent record, c'était 30 millions de moins, 220 millions empochés il y a 3 ans en Polynésie. Et là, c'est à Paris que les heureux élus ont validé leur ticket dans le 16e arrondissement tabac-presse du Moulin d'Auteuil. Les journaux, cette semaine, nous ont raconté leur histoire sans toutefois donner leur nom, mesure de protection. La Française des Jeux, qui organise cette loterie européenne, ne divulgue pas l'identité des gagnants. Mais on sait qu'il s'agit d'un groupe de 5 seniors qui se connaissent depuis près de 50 ans, des copains, hommes et femmes, qui, à l'issue d'un déjeuner le 19 août, ont poussé par l'un d'eux, décidé de remplir une grille d'euro-millions. C'est la première fois qu'ils faisaient cela. Et ils ont coché les numéros suivants, le 24, le 31, le 34, le 41 et le 43, suivis des étoiles 6 et 8, soit précisément la combinaison que je joue moi-même depuis des années, excepté l'été quand je pars en vacances. Ah, c'est ballot. Et ce sont donc ces numéros qui sont sortis lors du tirage, 250 millions d'euros pour les 5 amis du 16e, qui, même une fois divisé le magot, entreront dans le classement des 500 personnes les plus riches du pays. Au départ, ils ont eu beaucoup de mal à y croire. Et ils ne se sont pas fait connaître tout de suite parce qu'ils étaient submergés par le bonheur, explique l'un des chanceux, précisant qu'ils avaient besoin de digérer cette incroyable nouvelle. Le temps de digérer, ils ont placé leur ticket dans un coffre-fort. Et c'est seulement lorsqu'un petit malin a voulu se faire passer pour eux, un Aveyronnais qui a contacté les médias en disant être le gagnant, qu'ils ont décidé de se manifester. Reste à savoir maintenant ce qu'ils vont faire de leur argent. Le Parisien précise qu'avec une telle somme, ils peuvent s'offrir un Airbus A330 ou bien Jude Bellingham, le milieu de terrain de l'équipe du Real Madrid. Mais bon, entre nous, un Airbus, si on n'est pas pilote, ce n'est pas très simple à manœuvrer. C'est juste. Oui. Et puis pour trouver une place dans le 16e, pas très facile. Pas fastoche. Surtout s'il faut faire un créneau. Dans le 15e non plus d'ailleurs. Et dans le 14e, pas davantage. Quant au footballeur anglais, comment le partager en 5 ? Qui prend les jambes, qui prend les bras, qui prend la tête ? C'est compliqué. En fait, la seule information dont on dispose, c'est qu'ils ont prévu de donner à des associations caritatives et qu'ils pourraient aussi faire la joie du tabac où ils ont validé leur grille. C'est en tout cas ce qu'espère la gérante. Quand on va placarder l'affichette disant que le jackpot a été décroché ici, on va attirer tous les superstitieux, sachant qu'étonnamment, il y a un profil type des vénards qui empochent le gros lot à l'euro-million. La Française des Jeux a fait des statistiques, mais oui. Résultat, ce sont essentiellement des hommes. 2 fois plus nombreux que les femmes. Ils vivent principalement en Île-de-France et ce sont en majorité des quinquagénaires. Renaud, nous cochons toutes les cases. D'autant qu'on connaît le slogan, on sait que 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais 100% des perdants l'ont tenté aussi. Et c'est pour cette raison qu'on est partagé par des sentiments contradictoires face à cette histoire. On est content pour les gagnants. Et on rêve avec eux de ce qu'on pourrait faire avec un tel pactole, s'offrir un château, une piscine, une île au soleil, un théâtre, un plein d'essence. Et en même temps, comme le pactole, c'est pas nous qui l'avons raflé, c'est compliqué de ne pas être un petit peu jaloux. Malgré tout, ces 5 amis de longue date, on leur souhaite évidemment beaucoup de bonheur et surtout bon courage pour garer leur Airbus A330 dans le 16e. Merci à vous Frédéric pour cette belle histoire. Un ticket qui avait été validé dans le 16e du côté d'Auteuil, c'est ça Ça a donné quelques idées à notre ami Coco ? Mais oui, 50 millions chacun, comme moi ou Kadhafi millions. Merci Coco. On va passer à vos photos de la semaine. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet à tuer la semaine. Un autre sujet, en fait, pas vraiment, Laetitia Stroche-Bonnard. À propos de gagnants du loto, en voici un autre. Elon Musk. Vous m'aviez piqué ma blague. Désolé. Elon Musk c'est pas bon signe pour vous, ça. Allez-y. Gagné au loto. Il a réussi à convaincre les actionnaires de Tesla de lui accorder un plan de rémunération très important, à peu près 1000 milliards de dollars sur 5 ans, sous réserve qu'il atteigne un certain nombre d'objectifs de croissance très ambitieux. Alors,
au-delà de la somme qui est astronomique, qui est difficilement commensurable, je trouve que ça souligne aussi à quel point aujourd'hui l'entrepreneuriat et la marche des grandes entreprises dépend souvent de grandes personnalités, qu'elles soient des fondateurs, des cofondateurs. Et malgré tout, tous les reproches, tous les défauts d'Elon Musk, je pense qu'il faut reconnaître que c'est quand même un très grand entrepreneur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Tesla de réussir à le garder, disons, au sein de l'entreprise, même si on sait que lui-même papillonne un petit peu, qu'il a un grand nombre de sujets à gérer en même temps. Merci Laetitia. On va enchaîner avec votre photo. Jean Quatremer, c'est un autre Américain, mais qui lui est décédé cette semaine, l'ancien vice-président américain Dick Cheney. Oui, Dick Cheney, c'est une figure. Je vous conseille d'aller voir le film, si vous ne l'avez pas déjà vu, qui s'appelle Vice, comme Vice President, et le Vice, parce que ça a été le vice-président de George Bush entre 2001 et 2009. Avant cela, il a été secrétaire à la Défense sous George Bush senior. C'est lui qui était l'homme de l'invasion du Panama, l'homme de la première guerre en Irak. Ça a été l'homme de la guerre en Afghanistan, l'homme de la deuxième guerre en Irak, et donc la déstabilisation du Moyen-Orient. C'était America First, l'Amérique extrêmement puissante, c'était ce qu'on appelait les néoconservateurs. Et de cet homme est né le Trumpisme. Pour moi, c'est Frankenstein, et Trump est sa créature. Alors, évidemment, la Frankenstein, il est classe, hein, Dick Cheney à côté de la créature. Trump, c'est la créature de Frankenstein, fait de briques et de broc, sachant à peine s'exprimer et marchant difficilement. Voilà. Merci. Donc, Dick Cheney de papa. Merci Jean, et on va finir avec votre photo, Flora Guevalis. C'est le vainqueur, surprise, hein, plutôt inattendu, des élections législatives aux Pays-Bas. Voilà, centriste et pro-européen. Élection aux Pays-Bas, et l'extrême droite a perdu. Comme quoi, l'extrême droite n'est pas obligée de gagner en Europe quand il y a une élection. Par contre, il a gagné parce qu'il a annoncé une grande coalition. Rob Jetten, il a annoncé une grande coalition qui part des écologistes et qui va jusqu'aux centristes. Et je crois qu'on devrait s'inspirer en France de ce genre de modèle parce qu'on l'a vu dans nos dernières législatives, l'extrême droite n'est pas obligée de gagner à condition qu'on sache ouvrir les chakras politiques du centre-gauche. Et c'est pas gagné en France encore. Vous allez voir que Coco, elle ouvre ses chakras, n'est-ce pas Coco? Complètement, c'est le printemps complètement. Hein. Les Pays-Bas, c'est Tulipes, c'est Moulins et la défaite de Geert Wilders. Mais pour vous, c'est toujours le printemps, Coco. C'est l'heure maintenant de retrouver les théories d'Aurore Vincenti, toujours avide de sujets brûlants. Elle nous rappelle qu'il ne faut pas manger, souvenez-vous, les croûtes de fromage. Enfin, en théorie. En théorie, il ne faut pas manger la croûte du fromage. On la laisse sur le bord de l'assiette, à la fin du repas, à la rigueur, on refile quelques croûtes aux chiens ou on les bazarde à la poubelle. Parce qu'on sait, ou du moins on a entendu parler des acariens dans la croûte de l'artisou, fromage emblématique du Velay, ou des esticots du célèbre Casu-Marzu corse. Alors certes, on est français, on aime l'andouillette, on gobe des escargots, on ne boude ni le boudin ni la cervelle, mais on n'est pas des sauvages. Alors ciao la croûte et toutes les bestioles qui grouillent dedans. Mais ça, c'est en théorie. Les bactéries et les champignons, c'est l'essence même du fromage. C'est justement cette heureuse composition dont on préfère taire le nom qui fait que la croûte est une bombe de nutriments née de la rencontre des microbes présents dans le lait et de ceux présents dans l'environnement d'affinage. Si on délaisse la croûte, on se prive de toutes ces levures et moisissures exceptionnelles qu'il n'y a pas à l'intérieur du fromage et dont notre microbiote pourrait se régaler. Et puis, comme dirait ma belle-mère, ancienne directrice de l'AOP Saint-Nectaire, la croûte, c'est le cerveau du fromage. Formule que je trouve excessive et qui ne donne pas forcément envie de la manger, mais déjà qui contredit sa belle-mère. Et puis, elle a raison sur une chose. La croûte, c'est sa personnalité. Sans les petites bestioles, pas de fromage, pas de saveur, pas de tradition, pas de drapeau tricolore, et le général de Gaulle se retourne dans sa tombe. Sans compter que la croûte, c'est aussi tout un vocabulaire poétique. Fleurie ou cendrée, lisse ou persillée, fine, épaisse, moelleuse ou lavée. On ne mépriserait quand même pas la langue de Molière. Reste qu'il y a bien quelques fromages dont il ne faut pas consommer la croûte. Tout simplement parce que ce n'est pas la leur, mais une fine couche de paraffine ou de cire. Et quelques moments ou périodes de la vie durant lesquelles la croûte serait vivement déconseillée, comme la toute petite enfance, la grossesse et les premiers rendez-vous amoureux. Alors la croûte, la vraie, en réalité, selon les spécialistes, comme ma belle-mère, il faudrait la manger. Mais après tout, on fait bien comme ça nous plaît. Mais ayez quand même une petite pensée pour le voisin. Si vous n'aimez pas les croûtes, peut-être que lui, il sera content que vous les lui refiliez.
Eh bien voilà, partagé entre amis. Merci Aurore Vincenti. Jean Quatremer, on vous avait dit qu'il ne fallait pas manger les cours de fromage. Coco va vous expliquer pourquoi. Ouais, il casse les vannes, Renaud. Ben voilà, je l'ai trouvé bien calme pendant l'émission. Alors, il a son dessin. T'as mangé des croûtes de fromage, Jean ? Eh oui. Désolé, Flora, courage. Merci à tous, les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte, pour 28 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre histoire, votre si belle histoire de la semaine, Frédéric Pommier, cette belle histoire de bons copains chanceux. Voilà qui va nous rappeler, d'ailleurs, comme on le chantait du temps de la jeunesse de Jean Quatremer, ce que chantait Henri Garat, avoir un bon copain. Voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Tchuss. Un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Une main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Et nous aveux